Le Sébastéion d'Aphrodisias est un des monuments les plus intéressants de la cité, c'est pourquoi il mérite une vidéo particulière. Le mot Sébastoi est la traduction du mot latin Augustus, titre décerné à Octave par le Sénat romain en 27 avant Jésus-Christ, pour le remercier d'avoir rétabli les formes traditionnelles de la République, et pour avoir rétabli la paix en mettant fin aux guerres civiles. Ce titre d'Auguste donné à Octave, qui l'accorde définitivement à son nom, mérite d'être explicité, car il constitue les bases du pouvoir impérial. Il caractérise celui dont la parole est celle d'un augure, dont le rôle était d'annoncer ce qui était permis ou interdit par les dieux, et d'être l'interprète des dieux auprès des hommes. Pour les Romains, son nouveau nom faisait d'Octave un homme d'essence divine, cependant, il ne signifiait pas qu'Octave soit devenu un dieu. Il se proclame, certes, fils du divin César, comme le montrent ses monnaies, mais il reste un homme. Il ne sera divinisé qu'après sa mort, et son apothéose, par son successeur, Tibère. Après Tibère, tous les autres empereurs porteront tous le titre d'Auguste associé à leur nom, comme le montre ce sesterce de Caligula. Ces subtilités, destinées à rendre acceptable aux Romains le pouvoir de celui qui s'est vu aussi remettre le titre de princeps, ne furent pas appliquées par le monde grec hellénistique, qui était habitué à considérer ses souverains comme d'essence divine. Cela explique que les empereurs figurés sur les reliefs du Sébastéion aient été systématiquement représentés nus. Ils sont ainsi assimilés à des dieux, y compris de leur vivant. En effet, dans le monde grec, les dieux sont toujours sculptés nus. Le Sébastéion a été érigé, par deux familles influentes de la cité, en deux phases, de 22 à 60. La première phase se produisit à l'époque de Tibère. Le chantier fut alors interrompu après un tremblement de terre. Il reprit à l'époque de Claude, et fut terminé dans la première partie du règne de Néron. La structure du Sébastéion ne comporte guère d'équivalent dans le monde grec. L'architecture grecque érigeait les temples au milieu d'un espace sacré, ce n'est pas le cas au Sébastéion comme le montre le plan présenté. Cette structure architecturale se réfère probablement à des modèles romains, et, en particulier, au Forum de César, dont le temple était dédié à Vénus Génitrix, le pendant romain d'Aphrodite. On y accède par la rue principale d'Aphrodisias, grâce à un imposant propyléon, dont il ne reste rien. Après avoir descendu une volée d'escalier, on se trouve dans une cour étroite et allongée, qui devait servir à la fois de promenoir et de voie processionnelle. Cette cour était bordée par un étroit portique à colonnade dorique. Elle donnait, de part et d'autre, sur de petites pièces. Elle était fermée, à l'est, par une colonnade, derrière laquelle était établi le temple. Celui-ci était dédié à Aphrodite, et à trois membres divinisés de la famille impériale, Auguste, Tibère et Livie. L'intérêt principal du Sébastéion ne réside pas uniquement sur l'organisation de l'espace sacré. En effet, au-dessus de la colonnade, et de part et d'autre du propylon, a été construit un mur comportant deux niveaux de panneaux sculptés, séparés par des colonnes ioniques à l'étage intermédiaire, et corinthiennes au-dessus. Ces panneaux sont exposés au musée du site, mais quelques copies ont été remontées sur le monument. Les panneaux sculptés sont de trois types. En premier lieu, sont figurées des scènes évoquant les traditions et mythes grecs, qui révèlent le profond attachement de la cité à sa culture hellénique. J'en présente ici deux scènes. La délivrance de Prométhée par Hercule, et Bellérophon accompagné de Pégase.
Un second type correspond à l'histoire d'Énée, ce qui rappelle les liens existants entre Aphrodisias et Rome, par le biais d'Aphrodite. Selon moi, 4 panneaux correspondent à ce second type. Les scènes les plus intéressantes montrent, à la fois, différents aspects des empereurs en action, et témoignent de ce qu'on pourrait appeler une idéologie impériale. Ils révèlent aussi les concepts qui justifiaient, aux yeux des citoyens d'Aphrodisias, le pouvoir impérial. À l'époque de l'Antiquité gréco-romaine, ces concepts sont personnifiés par des allégories déifiées. En ce qui concerne les allégories intéressant mon propos, elles sont au nombre de 6. En premier lieu, 4 d'entre elles sont mentionnées sur le Clypéus, un bouclier d'or, décerné par le Sénat à Octave Auguste en 27 avant Jésus-Christ pour témoigner de ses qualités morales, et déposé dans la Curia Julia. Ce sont Clémentia, Virtus, Justitia et Pieta. On peut trouver des représentations de ces allégories sur les revers de monnaie romaine. Au niveau du Sébasteïon, c'est la Virtus impériale qui est mise au premier plan. Elle représente la force de caractère, le courage et la vaillance. En voici un exemple sur le revers d'un Dupontius de Domitien. Elle porte un costume féminin, et est figurée casquée, portant une lance et une épée courte appelée parasonium. Sa jambe nue est posée sur un casque. La légende l'identifie, Virtus Augusti. La 5e allégorie est Fortuna. Elle est figurée sur le revers d'une monnaie de Domitien. Elle porte une corne d'abondance et tient un gouvernail de navire symbolisant sa capacité d'intervention sur terre comme sur mer. Fortuna est la traduction latine de la Tyché des Grecs, c'est une déesse imprévisible qui semble jouer sur le destin des êtres humains. Elle élève certains, pour mieux les abaisser ensuite. C'est ainsi que Sénèque, dans sa tragédie Agamemnon écrit « Fortune. Divinité funeste au roi comblé de tes faveurs, tu places la grandeur souveraine sur une pente rapide au-dessus d'un abîme. Il faut mieux ne jamais se vanter de sa bonne fortune sous peine d'attirer la colère des dieux et de Némésie. » La 6e allégorie est Victoria, l'équivalent de la grecque Niké. Elle est représentée sur ce Dupontius de Néron, c'est une déesse et tenant à la main une couronne laurée. Sous la République, ce type de couronne était porté par le général victorieux, honoré temporairement du titre d'impérator lors de son triomphe. Cet honneur fut conféré à César, à titre perpétuel, pour lui sa vie durant, et pour ses descendants. Ces 6 allégories combinent leur action, pour établir, ce qu'on pourrait qualifier d'idéologie impériale. Au vu des 4 vertus impériales, intrinsèques aux empereurs, Fortuna favorise systématiquement leurs entreprises. En conséquence, l'empereur sera toujours vainqueur quoi qu'il entreprenne. Il n'aura même pas besoin d'être présent sur le champ de bataille. Tout se déroule symboliquement. Cette caractéristique est bien illustrée sur un Horus d'Auguste, où l'on voit Niké portant la couronne de laurier au-dessus du Clypéus, sur lequel sont inscrits les valeurs impériales. Il convient maintenant de décrire la manière dont ces concepts théoriques sont présentés sur le Sébasteïon. Le premier panneau que je présenterai est celui figurant Niké. Niké est figurée munie d'ailes, et est en plein envol. Elle est vêtue d'un manteau ondulant au vent, qu'elle retient d'une main, mais qui lui dénude le haut du corps. Elle porte, sur l'épaule, un tronc d'arbre surmonté d'un trophée. Un trophée est normalement érigé sur le champ de bataille. Il se compose des armes prises à l'ennemi vaincu, et est un gage de victoire.
Celui-ci se compose d'une cuirasse portée sur une tunique, un casque, et une épée au fourreau attachée à un baudrier. Le socle porte une inscription en grec Énéike Sébaston, victoire de l'empereur. Le deuxième panneau présenté montre, à nouveau, Niké et un trophée, mais aussi Auguste. Auguste est figuré le corps nu, portant seulement un manteau tenu sur l'épaule gauche par une broche, et qu'on aperçoit le long du corps, ainsi qu'entre les jambes. On discerne, sur sa tête, une couronne de feuilles de chêne. Il tient une lance à la main droite. Par contre, sa main gauche est dissimulée par le trophée. À ses pieds, est figuré l'aigle, symbolisant Jupiter et la puissance militaire. Auguste est représenté nu, selon la coutume grecque de sculpter les dieux, ce qui est une manière de déifier l'empereur. Niké, ailé, porte le costume traditionnel grec, longue tunique, le chiton, et vêtements drapés, l'imaton. Niké lève le bras, sans doute vient-elle de poser le casque sur le trophée. Le trophée porte les attributs habituels, cuirasse, tunique, jambière, casque à joue, bouclier rond, épée tenue par un baudrier. Sous le trophée, est généralement figuré, un ennemi vaincu. C'est le cas sur ce panneau. L'ennemi vaincu est représenté de dos, les mains liées. Un trophée semblable est retrouvé sur un autre panneau, montrant, en son centre, un empereur également nu. Il est vêtu, comme Auguste sur le panneau précédent, d'un manteau porté au niveau de l'épaule, et tombant le long du corps. Ce manteau est aussi enroulé autour de l'avant-bras gauche. Sa main droite semble porter ou coiffer le trophée. Le visage ne correspond à aucun empereur en particulier, on peut même se demander s'il ne s'agirait pas d'un parangon impérial. Ce personnage se voit remettre une couronne de feuilles de chêne, que lui décerne une allégorie féminine pouvant figurer le Sénat et le peuple de Rome. Au-dessous du trophée, est figurée une femme vaincue, à genoux, les mains liées dans le dos. Elle est vêtue d'une tunique, laissant un de ses seins à nu, à la manière des Amazones. Ses cheveux en boucles négligés, et sa tenue, personnifient les peuples vaincus et assujettis à Rome. Ces trois panneaux représentent la même réalité. L'empereur est systématiquement vainqueur. La finalité est la justification du pouvoir impérial et la victoire symbolisée par le trophée. La seconde référence aux allégories déifiées sur les panneaux du Sébastéion et Virtus. Son identification est cependant difficile, car les effigies féminines présentées pourraient aussi bien convenir à l'allégorie de Virtus, comme à celle de Rome déifiée. Il est probable que ce panneau représente Virtus. La déesse porte une cuirasse. Elle devait sans doute tenir une lance d'une main, tandis que l'autre est posée sur un bouclier rond. À ses pieds, un prisonnier, les bras liés, lève le regard sur elle. La manifestation de la supériorité de la Virtus impériale par rapport à celle des ennemis, est figurée, à 2 reprises, sur les panneaux du niveau supérieur du Sébastéion. Le premier montre Claude et Britannia. Claude se tient au-dessus de Britannia. De sa main, il agrippe Britannia par les cheveux pour lui relever la tête, comme s'il voulait l'égorger. De sa main droite levée, il brandit une arme. Son visage affiche une grande détermination. Il est représenté nu, vêtu seulement d'une cape courte de type grec, et non du paludamentum des princeps romains. Il porte un baudrier soutenant son épée, et un bouclier rhodoplite, qu'il tient au bras. Il est à remarquer que Claude n'a pas été présent lors des combats, il ne s'est rendu dans les îles britanniques qu'une seule fois après la victoire, et n'y est resté que quelques jours, le temps de recueillir les fruits de celle-ci. S'il est vainqueur, c'est, symboliquement, grâce à ses qualités intrinsèques, personnifiées par des allégories déifiées. Britannia est affaissée sur le sol. Elle tend un bras en un ultime geste de défense,
ou peut-être pour appeler son vainqueur à la clémence. De sa main gauche, elle retient sa tunique qui menace de tomber. Le fait que son sein gauche soit dénudé, la fait ressembler aux représentations des Amazones, dans les Amazonomachies. Le second panneau montre un empereur terrassant Arménia. L'inscription qui identifierait le panneau mentionne bien l'Arménie, par contre le premier terme du nom de l'empereur a été martelé, il n'en reste que les mentions suivantes. Claudius César Seb. Cette caractéristique permet de penser que l'empereur représenté serait Néron, qui subit la damnatio memoriae, après son suicide. Il se peut que le visage ait été aussi martelé à cette occasion. Arménia est figurée la tête courbée, comme si elle attendait son supplice. Elle porte un bonnet phrygien, et un manteau pendant derrière son dos, et retombant sur sa cuisse. Le reste du corps est nu, à l'exception de sandales à lacets, les Caligae. Un autre panneau du Sébasteïon fait référence à Fortuna. Ce panneau représente un empereur nu, portant seulement un voile tenu autour de ses avant-bras. Cet empereur serait Claude pour les uns, et Octave Auguste pour d'autres. Ses jambes sont écartées, l'une est posée sur la terre, l'autre sur la mer. Cela est corroboré par la présence des deux personnages féminins qui se tiennent de chaque côté de l'empereur. L'une, figurée, comme un triton, avec un buste de femme et une queue de poisson, offre à l'empereur un gouvernail de navire. L'autre émerge de la terre, et lui offre une corne d'abondance. Ces deux offrandes, gouvernail de navire et corne d'abondance, sont les attributs de Fortuna. À titre de comparaison, comme le montre, à nouveau, la statue de l'allégorie déifiée, conservée au musée du Vatican. Ainsi, le don fait à l'empereur par la terre et la mer sur le panneau du Sébasteïon, signifie que Fortuna favorisera ses desseins, en lui donnant prospérité, chance, stabilité et paix, tant sur terre que sur mer. Les panneaux du Sébasteïon présentent donc clairement les caractéristiques que j'ai mentionnées précédemment à propos de l'idéologie impériale. L'empereur, grâce à sa virtus et son énergie, bénéficie de la complaisance de Fortuna, et donc obtiendra la victoire dans tout ce qu'il entreprendra. De cette idéologie résulte une conséquence fondamentale pour les populations soumises à la domination de Rome. Elle est révélée par un panneau montrant l'allégorie déifiée de Rome, reconnaissable à sa couronne en forme de rempart, et authentifiée par une inscription sur le socle. Romain ne porte qu'une tunique plissée, ce qui renforce encore la majestuosité de son maintien. D'une main, elle tient une lance, et de l'autre, elle s'apprête à recevoir une corne d'abondance de la part de Gé, la déesse terre, à demi couchée. Celle-ci porte un manteau, qui a glissé sur le sol en lui dénudant le torse. Sa chevelure se développe en une torsade de fruits. Le message est clair, Rome, parce qu'elle est perpétuellement victorieuse, apporte la paix dans tous les endroits qu'elle a conquis. Avec la paix, est venue la prospérité pour toutes les provinces. En conséquence, les populations doivent être reconnaissantes, à Rome, de tant de bienfaits. Il est donc normal qu'elles rendent un culte à la déesse Rome, et encore plus à ceux qui en sont les bras armés, les empereurs. Pour terminer, je voudrais décrire deux autres panneaux, qui me semblent contenir un curieux infléchissement du pouvoir impérial, à la fin de la période julio-claudienne. Au centre du panneau, est figuré l'empereur Claude. Il est nu, à l'exception du paludamentum tenu par une broche posée sur l'épaule droite, et enroulée sur son bras gauche. À sa gauche, se tient une figure féminine qui représente, selon les spécialistes, l'allégorie du Sénat et du peuple de Rome. De son bras droit levé, elle pose sur la tête de l'empereur, une couronne civique faite de feuilles de chêne, décernée normalement à un citoyen qui en a sauvé un autre, mais entendue ici, symboliquement, à l'image de la couronne, qui a été remise par le Sénat à Octave, après sa victoire d'Actium en 27 avant Jésus-Christ.
Comme à l'accoutumée dans l'Orient romain, l'empereur est figuré nu, témoignant de sa déification de son vivant. À sa droite, se trouve sa quatrième femme, Agrippine. Claude et Agrippine se tiennent par la main, ce qui témoigne de la concorde entre les deux époux, mais suggère aussi que le rôle politique d'Agrippine devait être égal à celui de son mari. Agrippine porte dans la main gauche un petit bouquet d'épis de blé, ce qui semble l'assimiler à Déméter. Ce panneau revêtait, aux yeux des concepteurs du Sébasteïon, une importance particulière, puisqu'il était encadré de 2 panneaux situés de part et d'autre, représentant 2 personnages revêtus d'un habit militaire évoquant les Dioscures, fils de Zeus. Ce pourraient aussi être les 2 fils de Claude, Britannicus et Néron, ce dernier ayant été adopté par l'empereur. On retrouve cette figuration d'Agrippine sur un autre panneau. Elle porte la tenue classique des femmes grecques, chiton et imaton. Elle tient dans sa main gauche une corne d'abondance, ce qui, à nouveau, l'assimile à une déesse de la fécondité du type Déméter. De sa main gauche, elle pose une couronne sur la tête de celui qu'elle a fait empereur, son fils Néron. Celui-ci est vêtu d'un costume militaire, il a posé son casque à ses pieds pour ce couronnement. Ainsi, ce panneau montre clairement aux habitants d'Aphrodisias la manière dont Néron est devenu empereur. Ce ne fut pas par testament de l'empereur décédé, ni par la proclamation de la garde prétorienne, ni par le Sénat, mais uniquement par le désir de sa mère de voir son fils régner. Le Sébasteïon révèle donc, grâce à ces panneaux, les mentalités régnantes parmi les populations grécisées de l'Empire romain. Rome leur a apporté la paix. Les empereurs, en assurant une protection efficace contre tous les dangers pouvant rompre cette paix, préservent leur prospérité et méritent leur reconnaissance, ainsi que le culte qu'on leur dispense. En ce qui concerne la manière dont les artistes ont conçu ces panneaux, il me semble qu'ils se sont inspirés des figurations qui circulaient dans tout l'Empire romain, et en particulier celles présentées sur les monnaies, mais en les adaptant aux conceptions héritées du passé hellénistique. En ce sens, les panneaux du Sébasteïon transcendent largement le seul domaine de l'art, en montrant que la période julio-claudienne accomplit, dans les mentalités orientales, une remarquable synthèse entre la romanité et l'hellénisme.